Bonjour et bienvenue, Charles Dany, vice-président régional chez Fidélité Investments. On est de retour pour la saison 2026 de Webcast. On va avoir plus de programmation, plus de webcasts en français, directement de Montréal dans notre nouveau studio. Puis aujourd'hui, une nouveauté, nous sommes une revue de presse, les tendances de l'industrie, ce qui se passe, les ventes, ce que les conseillers nous disent. Fait qu'on, c'est nouveau pour nous. Fait qu'on je suis en compagnie de deux de mes collègues. Sébastien Fauché, qui est stratège pour les FNB et les ETF. Bon, en fait, c'est la même chose. Pascal Nuamant, qui est vice-président de district wholesaler chez nous, puis il vient tout juste de célébrer ses 10 ans chez Fidélité. Avant de débuter, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre soutien en 2025. 22 milliards de ventes nettes chez Fidélité l'année dernière, plus de 10 milliards. En fait, je pense que Sébastien va nous dire 12,5. 12,5 milliards de ventes en ETF, en ventes nettes. Fait qu'on est vraiment positionné comme un incontournable dans le marché. Ça fait déjà quelques années. Mais en fait, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Puis je pense que c'est une confiance qui est également méritée de par la qualité des services, la qualité de notre service, l'équipe de vente, je l'espère, la qualité de nos produits. Et puis les rendements sont au rendez-vous. Nos actifs dans les deux premiers quartiles, je ne défilerai pas tout, mais ça varie entre 77 de nos actifs jusqu'à 96 de nos actifs sur une période de 1 à 15 ans, tout dépendant. Donc, vraiment, on a des bons résultats. Fait que, messieurs, merci d'être avec nous ce matin pour une nouveauté. On va essayer de faire ça sur une base un peu plus régulière en 2026 pour donner des updates de ce qui se passe dans l'industrie. Pascal, je commence avec toi. Oui. T'es prêt? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de conversation tu as eu avec les conseillers en 2025 ou qu'est-ce qui a retenu ton attention pour toi en 2025? Bien, c'est sûr qu'on a eu le classique gestion des émotions pendant surtout le début de l'année, février, mars, avril, avec tout ce qui entourait les tarifs jusqu'au début du mois d'avril. Donc ça a occupé beaucoup les conversations en début d'année. Février a été négatif en rendement, mars a été négatif en rendement, la première semaine d'avril a été très négative. Fait que sans surprise, ce qui est malheureux, mais on l'a vu encore une fois cette année, bien, tout à coup, après 2 mois négatifs, bien, les entrées dans l'industrie aussi sont tombées négatives. Les achats de marché monétaire sont allés au plafond. Donc, on a vu quand même ça, mais le rebond était tellement fort et tellement rapide que malheureusement pour bien des gens, sont embarqués dans le marché au mois de mai, juin, juillet. Mais beaucoup des conversations se sont allégées par rapport à ça. Mais on a vu énormément de volatilité, puis on est revenu sur les sujets de garder les gens investis. Sinon, les autres tendances qui sont assez fortes et qui font partie de beaucoup des conversations. C'est sûr qu'avec MRCC3, on va en reparler un petit peu plus tard là, dans l'émission, mais tout ce qui est autour des frais, réduire les frais autant que possible, comment on peut faire ça, etc. Puis, en dernier lieu, je pense que l'idée d'avoir aussi des books pour les conseillers plus consolidés, donc réduire le nombre de positions, réduire le nombre de familles de fonds avec qui on travaille, je pense que c'est les 3 thèmes là, qui ont vraiment occupé là, les conversations, en dehors, bien sûr, des marchés, des positionnements, etc. Mais ça a été vraiment des thèmes principaux. Là. C'est vrai que au mois d'avril, même nous autres comme firme, on s'est dit peut-être qu'on va avoir une année plate après la première ou 2 semaines, mais les choses se sont bien replacées. Bien, si je te talonne, puis je te repose une autre question, qu'est-ce qui était populaire en termes de produits en 2025? Puis peut-être, est-ce que tu penses que ça va se continuer en 2026, la tendance des produits que toi, tu as vus je pense chez nous? La réalité, c'est que les produits qui ont été les plus populaires sont très alignés avec ces tendances-là. Fait que quand on regarde, chez Fidélité, on parlait tantôt, là, si on combine nos FNB ainsi que les fonds communs, c'est quasiment un peu plus que 22 milliards en entrée nette l'an dernier. Puis sur ce 22-là, il y en a une quinzaine qui sont nos portefeuilles gérés, donc des solutions clés en main pour consolider les books. Nos portefeuilles de FNB simplifiés, donc encore là, consolidés et en plus moins chers. Puis parmi les produits les plus utilisés aussi, il y a eu notre fonds Action Mondiale Plus qui combine Daniel Dupont, Marc Schmel, Hugo Lavallée. Encore une fois, au lieu d'avoir trois gestionnaires, 4 lignes, mais c'est un fonds qui englobe les 4 stratégies ensemble. Fait que dans tous les cas, je pense que ça va se poursuivre parce que le désir de réduire le nombre de lignes dans les portefeuilles est encore présent. Puis je pense que le fait que pour la première année en très longtemps, nos portefeuilles gérés n'ont pas été les favoris, ont été deuxièmes parce que ce qui a été les solutions les plus achetées a été les portefeuilles de FNB. Je pense que non seulement il y a l'aspect consolidation, mais l'aspect aussi frais de gestion qui fait en sorte que j'aurais pas de difficulté à croire que les portefeuilles de FNB simplifiés vont continuer de dominer là, allant de l'avant. Donc encore certains gestionnaires très populaires à la pièce. Ouais. Mais Fidélité, c'est vraiment une shop de solutions équilibrées. Puis c'est encore ça qui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va continuer en 2026? Bien, je pense vraiment que le portefeuille avec 15 fonds différents, 3 FNB, etc., tout ça, je pense que c'est plus quelque chose que les conseillers de nos jours aiment faire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 dans ta business à toi, dans la business des ETF? Ça a été une année. Écoute,
Moi, je l'ai divisé en 4 temps. Il y a eu la première portion jusqu'à, tout le monde connaît la fameuse date, là, 8, 9 avril, 10 avril, qui était un peu, on hésitait ce qui se passait, puis après ça, le mois d'avril, moi je l'appelle, excuse-moi, je fais un anglicisme, là, le tariff tantrum, on savait pas trop ce qui se passait tout le mois d'avril, puis après ça, ben, il y a eu un rebond. Puis il y a eu le rebond pour le reste, l'autre partie de l'année, jusqu'au mois de novembre, décembre, où que là, le marché a commencé à ralentir un peu, a commencé à changer un peu. Fait que le 2025, là, j'ai eu des conversations, 4 conversations différentes pendant l'année. Jusqu'au mois d'avril, avril jusqu'à fin avril, puis ensuite jusqu'au mois de novembre, que là, ça a commencé à changer un peu. Mais ce fut essentiellement 2025 une année, puis Pascal va le mentionner aussi du côté fonds, ce fut une année record en 2025. Vraiment, il y a beaucoup de records qui ont été battus. Avant de passer chez Fidelité, juste dans l'industrie générale du côté fonds négociés en bourse, on parle de 125 milliards d'entrées nettes dans les fonds négociés en bourse en 2025. On se retrouve à autour de 700-750 milliards d'actifs sous gestion en fonds négociés en bourse. Versus les fonds mutuels, c'est sûr que le fonds mutuel est un peu victime du fait qu'il y a beaucoup plus d'actifs dans le fonds mutuel. Donc, on parle de 2500 milliards au lieu de 700 milliards dans le fonds mutuel. En entrée nette, le fonds mutuel, on n'a pas les chiffres exacts encore à la fin décembre. Au fin novembre, on était autour de 39 milliards. Fait peut-être autour de 40-50 milliards qu'on a fini du côté de fonds mutuels. Donc, le fonds négocié en bourse continue sur l'élan qu'on a vu dans les dernières années, vraiment un momentum de croissance. Maintenant, Fidélité là-dedans. Fidélité se positionne quand même très, très bien. Nos premiers fonds négociés en bourse au Canada en 2018, on était tellement contents qu'on rentrait un 100 millions chez nous, un 1 million chez nous. Là, écoute, on rentre ça à la journée. C'est quand même assez exceptionnel de ce côté-là. Tu as mentionné dans ton introduction, Charles, 12,3 milliards de création nette en fonds négociés en bourse l'année dernière chez Fidélité. Ça nous classe 4e dans l'industrie en vente nette l'année dernière. On est très, très, très contents de ce chiffre-là. Puis, tu sais, les gens qui commencent à nous connaître du côté fonds négociés en bourse, on n'est pas dans l'univers passif. Fidélité croit fortement que certaines actions méritent d'être achetées et d'autres ne méritent pas. On croit fortement à une certaine gestion active ou un peu de gestion fondamentale. Donc, en étant 4e, on est encore plus fiers parce qu'on le fait surtout du côté quantitatif et actif. Généralement, le fonds négocié en bourse est associé beaucoup plus à la gestion passive. J'ai mentionné tantôt. Il a été créé à la base pour la gestion passive, veut pas. C'est pour ça que les gens assument que le fonds négocié en bourse est moins cher parce qu'il a été créé pour une gestion passive. Historiquement, le fonds négocié en bourse passif représentait 100% de l'industrie. Là, on est rendu à 70%. C'est quand même exceptionnel. On est rendu à 30% de soit produits quantitatifs ou actifs. Un autre chiffre qui est encore plus exceptionnel, l'année dernière, en entrée nette, 56% étaient soit quantitatifs ou actifs. Donc, on a dépassé les entrées nettes du produit passif. C'est sûr que c'est aussi une tempête parfaite. On parle souvent de la surpondération, surconcentration aux États-Unis. Les gens veulent se diversifier un peu. Donc, on fait quoi? On va aller chercher soit de l'actif ou du quantitatif. Mais je pense que ça va être bon pour les investisseurs, les conseillers, par contre, de rééquilibrer ça. Énormément, oui. Entre le passif et l'actif. Exact. Fait que là, si je résume les chiffres, la business de fonds mutuels est 3 fois plus grosse en actifs que celle des ETF. Mais l'année dernière, les ETF ont vendu plus de 2 fois le chiffre des fonds mutuels. Puis ça fait 3-4 ans qu'on voit ça aussi. Fait que c'est une tendance qu'on voit. Fait que ce qu'on pourrait peut-être dire à ceux qui nous écoutent qui n'en font pas, c'est que vous êtes peut-être mieux, non pas d'en faire, mais d'être au courant de ce qui se passe dans cette industrie-là. Si vous ne voulez pas en faire, c'est correct, mais d'être au courant de ce qui se passe. Si je te demandais pourquoi autant de FNB, pourquoi tu penses que c'est si populaire ou pourquoi ça a pris autant de popularité dans les dernières années? Oui, bien en fait, il y a 3 points généralement que j'amène avec les conseillers. C'est numéro 1, le frais. On ne se le cachera pas. Je vais laisser Pascal parler un peu plus de MRCC3. Il y a plus de conversations avec les conseillers par rapport à ça. Mais le frais, évidemment, généralement, le fonds négocié en bourse a un frais un peu moins dispendieux. Nous autres, on l'offre du côté quantitatif et non du côté passif. La deuxième chose, c'est l'offre. Il y a tellement plus de produits maintenant de disponibles du côté fonds négociés en bourse. Les gens se retrouvent beaucoup plus avant, n'avaient pas nécessairement la solution qu'ils voulaient en fonds négociés en bourse. Maintenant, vous l'avez. Puis le point numéro 3, c'est la transparence. Veux pas, c'est la grande différence. En fait, c'est l'unique grande différence entre le fonds négocié en bourse et le fonds mutuel. C'est-à-dire que vous avez le prix pendant la journée. C'est-à-dire entre 9h et 4h, vous pouvez voir maintenant à midi, c'est quoi le prix de votre solution. Est-ce que c'est vraiment utile pour tout le monde? Je pense pas. Mais c'est un point à amener. Les gens aiment. Je le mentionne, là, mais il y a une transparence qui est faite pendant la journée qui amène. C'est le point numéro 3. Pour ça, je le mets numéro 3 aussi. Parce que quand ça vient à la transparence des frais, c'est la même les chose. deux sont très transparents. On se le cache. Mais la tempête
parfaite de ces 3 points-là qui amènent, je veux pas, une tendance, un trend en anglais. Puis, tu sais, on le sait tous, quand il y a une tendance qui commence, tout le monde essaie d'embarquer aussi. Fait que ça aussi, ça a un impact là-dessus. OK, bien avant que je pose une question à Pascal, si tu en avais une trend à peut-être nous dire une trend qui est solide, peut-être chez nous puis dans l'industrie, tiens, on va les casser en deux. Pascal va pas en mentionner tantôt, mais l'année dernière, 2025, je pense que tout le monde le sait, tendance du côté géographique à l'international. Il y a beaucoup plus d'entrées nettes à l'international l'année dernière. C'était 35 d'augmentation dans les entrées nettes au Canada à l'international versus aux États-Unis et au Canada, on parle d'environ 15 d'augmentation d'entrées nettes. Donc, vraiment plus d'entrées à l'international. Je pense pas que personne n'est surpris. Là, on en parle depuis un an de ce sujet-là. Puis c'est surtout dans les premières moitiés de l'année passée. J'ai comme l'impression que ça va être encore dans la première moitié de l'année cette année. On verra ce qui se passe de ce côté-là. Ça, c'est une tendance l'année dernière. L'autre tendance au Canada qu'on a vu beaucoup aussi, c'est tout ce qui est commodité. On le sait, le prix de l'or a augmenté beaucoup. Donc, il y a eu une énorme augmentation dans l'or. La troisième tendance, c'est une tendance pas juste l'année dernière, qu'on voit de plus en plus. Ça considère les fonds négociés en bourse, mais aussi les fonds mutuels, peu importe, c'est tout ce qui est alternatif. Il y a beaucoup plus de gens qui cherchent un produit qui donne un rendement autre que des actions et des obligations. L'alternatif, c'est très, très vague. Je ne suis pas ici pour parler d'alternatif aujourd'hui, mais ça peut augmenter votre risque comme ça peut le diminuer. Mais il y a vraiment une tendance dans le produit alternatif. On parle d'une augmentation quasiment de 100 année après année dans cette classe d'actifs. Je pense que dans les premiers 15 minutes, on a dit une demi-douzaine de fois MRCC3. Ouais, exactement. Pascal, qu'est-ce que tu entends dans l'industrie ou de tes conseillers ou qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous ce matin? Bien, il y a deux camps quand même, mais de façon générale, je pense que les gens ont vraiment, là, de façon proactive, ou du moins motivés par MRCC3 possiblement, le désir de baisser le frais de gestion général du portefeuille. Je pense que le réflexe, puis c'est sûr qu'on est biaisé, on parle ici d'une shop où est-ce qu'on ne vend pas nécessairement les solutions passives. Le réflexe, c'est d'aller vers ce qui est moins cher, qui est ces solutions passives-là. La réalité, je pense par contre que les rendements que Fidélité a générés ont toujours été démontrés net de frais, puis il y a certains de nos gestionnaires qui sont très bien connus pour avoir un très long historique de surperformance. Donc, le frais additionnel en vaut vraiment la peine. Ça, c'est sans même parler de la catégorie de société, etc., tout ça. Est-ce qu'il y a des composantes d'un portefeuille qui peuvent être vraiment orientées vers des solutions moins chères? Absolument. Puis je pense que c'est au bénéfice autant de l'investisseur que du conseiller. Mais je pense que c'est ça. Ça ne devrait pas forcément être une course vers qui est le moins cher possible. On a des solutions pour offrir. Justement, on parlait tantôt de nos portefeuilles FNB simplifiés qui, on coupe la poire en deux, disons. On n'est pas tout à fait passif, on n'est pas tout à fait actif. On utilise une approche quantitative, on a un frais qui est quand même considérablement moins élevé. Je pense que d'un, les conseillers de plus en plus commencent à adopter aussi ces stratégies-là, donc ça démontre qu'il y a de l'ouverture à ça. Mais c'est sûr que je pense que dans bien des cas, puis je me rappelle même plus tôt dans ma carrière, quand c'était MRCC2, qu'on en a parlé, réellement, ça n'a pas été un si gros impact pour l'industrie en général. Je pense que cette fois-ci, ça va être un petit peu plus important parce que les frais font de plus en plus partie des conversations. Mais je pense qu'encore là, c'est de ramener ça au net de frais. Il y a des gestionnaires que c'est vrai que des gestionnaires qui ne surperforment pas, puis est-ce que ça vaut la peine de payer le frais supplémentaire? Non. Quand on y pense, l'industrie du fonds commun de placement, pendant toutes les dernières décennies, difficile d'être plus transparent que ça. Obligé de donner des rendements nets après frais de gestion, facile de voir. Puis je suis un peu d'accord avec toi pour le MRCC2. On s'attendait à une catastrophe, des baisses de trailing commissions, d'honoraires pour les conseillers. Puis c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Là. On est passé à travers cette tempête-là. Et puis, ben là, on va voir ce qui se trame pour la fin de l'année. Je pense que les conseillers gagnent à aborder la conversation avec le client plutôt que d'attendre que le client ait la surprise de « voyons donc, qu'est-ce que je paye, comment ça ». Mais tu sais, de là à dire qu'il faut forcément passer de portefeuille qui a un frais moyen incluant les commissions de 2,2 à 1 ou 0,7, je pense qu'il y a façon probablement de se retrouver à quelque part entre les deux. Je vais faire mon tannant. C'est quoi les probabilités de battre avec un produit passif, de battre l'indice? 0. Mais en fait, la conversation de net de frais est la même du côté fonds négociés en bourse. Même si on rajoute un frais légèrement supérieur, de un, on est très compétitif en termes de frais, mais on vous donne quand même une chance de battre le marché sur le long terme. Les actions qu'on choisit ou les obligations qu'on choisit sont basées sur des ratios financiers, sur des bilans financiers. Je pense que ça vaut la peine, surtout dans l'environnement actuel, de concentration des indices passifs. Puis nos chiffres le prouvent que ça vaut la peine. Le chiffre le prouve. Puis ça, je pense que c'est Maxime qui en parlait dernièrement.
vous achetez généralement l'indice passif parce que vous voulez être diversifié le plus possible. Vous achetez l'univers au complet, achetons le passif. Mais en ce moment, quand on achète l'univers passif, surtout aux États-Unis, c'est le contraire que vous faites. Vous faites quasiment un bet actif parce que 40% se retrouvent dans le top 10. Vous faites un bet actif en achetant des indices passifs qui ne peuvent même pas bouger pour le faire. C'est un peu la conversation qu'on a beaucoup ces jours-ci avec les conseillers. J'aimerais te ramener sur quelque chose que tu as jasé tout à l'heure, c'est à propos de la tendance à l'international. Je pense que c'est probablement bon pour les investisseurs et les conseillers que cette tendance-là se continue parce que les Canadiens, normalement, ont beaucoup trop de Nord-Américains. C'est que si on faisait la moyenne, là, et pas assez d'international. Puis c'est peut-être parce que ça n'a pas été populaire en termes de rendement pendant les 2 dernières décennies. Mais ceci dit, si tu avais à nous diriger vers une option, quelque chose que nous, on offre de ton côté, du côté FNB, à l'international, si tu voulais juste te tremper puis regarder une solution qui est simple, qui est intégrée. Puis c'est la tendance l'année dernière, là, comme j'ai mentionné tantôt. Fait qu'on a nos FNB simplifiés qui intègrent un modèle quantitatif qui sont diversifiés en termes de géographie et de style. Puis on nous a demandé, est-ce que c'est possible d'identifier juste la portion internationale ou juste la portion américaine de ces FNB simplifiés? Donc, si j'ai une solution que j'aime beaucoup, parce que justement, on ne fait pas de prédiction en termes de style, c'est FCIN, comme Nancy, qui isole la portion internationale de nos FNB simplifiés. Je le répète. FCIN. OK. Comme Nancy. Est-ce que Nancy est client? Non, c'est juste... En tout cas, fait que ça serait la solution. Puis la tendance à l'international, je vais laisser Pascal en parler un peu là-dessus, mais je pense que c'est un mélange de ce qui s'est passé du côté géopolitique, un mélange de rendement, mais aussi des portefeuilles en général. Je pense que les portefeuilles des clients étaient sous-pondérés à l'international, à moins que je me trompe. Là. Oui, bien, tu sais, il y a aussi souvent la tendance, comme tu mentionnes, que l'argent suit le rendement. Puis dans les dernières années, il y a eu peu de rendements qui se sont livrés à l'international. En tant que Canadien aussi, on a un billet plus local qui fait en sorte que par rapport aux indices mondiaux, la pondération canadienne dans les portefeuilles du Canadien moyen est beaucoup plus élevée que si tu regardes le MSCI Monde, qui est l'indice mondial ou quoi que ce soit. Fait que beaucoup du contenu international qui se retrouve dans les indices mondiaux ont été remplacés par du contenu canadien pour plusieurs Canadiens. Puis les États-Unis, de par le rendement qu'ils ont généré et de par le fait que ce soit le plus gros marché, c'était très pondéré dans les portefeuilles. T'sais, puis on l'a vu même chez Fidélité, même dans les dernières années, l'équipe de répartition de l'actif avait, puis en fait, pendant la majorité des 10 dernières années où j'étais chez Fidélité, on a été surpondéré aux États-Unis. L'an dernier était comme la première année où on voyait un renversement de tout ça. Fait que, même pour nos gestionnaires ou pour notre équipe de répartition de l'actif, surpondérer les États-Unis était une décision favorable pendant toutes les dernières années, sauf l'an dernier, là, disons, là, mais pendant au moins la dernière décennie. Sébastien, tu parlais des commodités. Tu as passé rapidement tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais nous partager avec les commodités? Nous autres, je pense pas. Est-ce qu'on a des produits directement pour les commodités ou presque pas? Ben, on a la crypto, qui n'est pas des commodités, mais qui pourrait agir comme une tierce partie. Mais juste, j'ai pris une note. Charles, tantôt, j'ai parlé de FCIN, comme Nancy. Il est disponible aussi en fonds mutuels. Ça, c'est important aussi, je le mentionne. Bon, comme nos FNB simplifiés, ils sont disponibles en série B, série F. Fidélité, Charles pourrait peut-être plus le mentionner par rapport à ça. Là, on ne va pas intervenir dans la manière que vous faites votre business. On va l'offrir. Le fonds négocié en bourse va aller beaucoup plus comme une série. Donc, il y a la série fonds négociés en bourse, la série F, série B. On offre une solution supplémentaire. Moi, je me trouve beaucoup plus comme un expert de nos produits quantitatifs qu'un expert de fonds négociés en bourse. Il faut le voir plus de même que la différence fonds négociés en bourse versus fonds. Anyway, ça, c'est un petit astérisque que je me faisais par rapport à FCIN. Commodités, c'est ta question. Écoute, l'année dernière, les commodités, là, ça représentait les matériaux ont représenté 35% du marché canadien en termes de rendement. C'est énorme. On n'a pas vu ça là, depuis 2016. L'or représentait 30% du rendement l'année dernière. Écoute, c'est un mélange de plein de facteurs, mais je veux le mentionner parce que la plupart des portefeuilles qu'on rencontre dans nos rencontres, c'est des portefeuilles qui ont une sous-pondération aux matériaux puis une sous-pondération à l'or. Ça n'a pas été très populaire. Fait que ça n'a pas été très populaire les dernières années. Donc, c'est normal que si vous n'aviez pas une pondération dans ces solutions, dans ce secteur-là, les portefeuilles ont sous-pondéré. Il n'y avait aucune manière de sortir en termes de rendement si on n'avait pas cette pondération-là. Qu'est-ce qui est attribuable à la performance de l'or? Il y a plusieurs facteurs. Mais je pense que, évidemment, la géopolitique, les banques centrales achètent de plus en plus d'or, mais qui relie un peu plus du côté fonds négociés en bourse, l'accès d'acheter de l'or à travers des fonds négociés en bourse aussi est de plus en plus populaire.
74% des entrées nettes dans l'or l'année dernière étaient dues au fonds négocié en bourse. Historiquement, c'est énorme. C'est pas des lingots, là. C'est pas des lingots. Les fonds négociés en bourse qui achètent des lingots, là, il y a différents types de fonds négociés en bourse. Puis dans les années passées, si on fait une moyenne des 10 dernières années, c'est autour de 20 à 24%. Donc, il y a vraiment une croissance d'entrée, puis ça influence, veut pas, le prix de l'or aussi, que ces produits-là qui sont plus accessibles aux investisseurs montent un peu le prix de l'or, en même temps que tout ce qui est géopolitique de ce côté-là. Mais chez nous, puis peut-être Pascal peut plus le mentionner, c'est vraiment, fidélité, on n'est pas dans le passif, fait qu'on est vraiment du quantitatif. L'or, c'est vraiment du côté passif, fait qu'on n'irait pas de ce côté-là. C'est plus nos gestionnaires qui vont aller en acheter, d'ailleurs, à travers nos portefeuilles gérés. Puis un gestionnaire en particulier, je ne sais pas si tu vas en mentionner, là, je sais qu'un gestionnaire achète beaucoup de matériaux dernièrement. Oui, bien, en fait, puis on parle d'Hugo Lavallée, puis il nous a pas demandé de parler de lui, mais on décide de le faire. Puis dans les derniers mois, une des choses qu'il a mentionné, même quand on a eu notre congrès à Montréal il y a quelques temps, c'est que les compagnies minières actuellement, ils font énormément d'argent. Puis de façon générale, ce que ces entreprises-là ont tendance à faire, c'est pas de racheter des parts, c'est pas d'augmenter le dividende, c'est de racheter des pelles puis des pépines puis de recreuser pour aller trouver d'autres métaux précieux. Puis c'est beaucoup de ça que Hugo a acheté dans les derniers temps. Donc c'est pas nécessairement juste des métaux précieux. Il a vraiment été contrarien, lui, en 25. Là. Exactement. Fait que tu sais, là, actuellement, dans les derniers temps, on voit que justement, sa thèse se concrétise un petit peu plus. Oui. Encore là, on peut pas faire de prédiction, mais tout ça pour dire, puis oui, je suis peut-être un peu biaisé, mais je pense que on devrait garder un œil sur le Fonds Canada Plus géré de Hugo Lavallée pour l'année à venir. Je reviens à toi dans quelques instants. Sébastien, en cas qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas, un stratège FNB, ça fait quoi? Puis est-ce que tu es disponible pour jaser avec les conseillers? C'est quoi ta job, là, juste pour être sûr, en 30 secondes, pas prendre trop de temps? Fait que c'est un entre-deux. C'est un entre-deux on fait partie de l'équipe de produits, on va donner notre opinion d'ailleurs sur les produits qu'on développe du côté Fonds négocié en bourse ici au Canada, mais aussi on est là pour supporter l'équipe de vente, supporter les conseillers. Donc quand Pascal a une rencontre plus spécifique sur un produit, le développement du produit, mais aussi, il va m'inviter dans la rencontre pour le faire. Fait que c'est un entre-deux entre essentiellement notre équipe de gestion puis l'équipe des ventes, essentiellement. Je trouve que c'est une meilleure manière de le décrire. Le temps file, puis je veux te donner une minute pour jaser de revenus fixes, parce qu'on dirait que c'est la catégorie d'actifs qu'il n'y a plus personne qui regarde, là, ou c'est un mal nécessaire de portefeuille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous suggères? Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Bon, la réalité du côté obligataire, l'année dernière, encore une fois, surtout du côté canadien, un indice canadien qui a fini entre 2 et 3 % dépendamment de quel indice que vous regardez. Puis on dirait que ça fait des années, là, Pascal peut le mentionner, qui disait les obligations vont revenir, il va y avoir un rendement du côté obligataire. Puis on regardait tout le temps les escomptes de baisse de taux d'intérêt. Les baisses de taux vont arriver. L'année dernière, on regardait au Canada, on anticipait entre 2 et 3 baisses au début de l'année 2025. On en a eu 4. Les gens me posent la question, mais comment ça, on n'a pas eu du gain du côté obligataire? Il y en a eu du gain du côté obligataire, mais à court terme. Le problème, c'est que sur le long terme, la courbe a bougé. Exact. Ça a augmenté, fait qu'on a perdu du côté obligataire au Canada. On est passé de 2,9 à 3,15, la courbe. Des fois, les gens regardent juste le côté gauche de la courbe. Hein, exact. Ouais. Mais, si on regarde aux États-Unis, c'est pas le cas. Aux États-Unis, le marché obligataire américain a bien fait l'année dernière, relativement. Il y a eu des baisses de taux plus qu'anticipées. Puis le long terme, au contraire, aux États-Unis, lui, il a diminué un petit peu. Là, c'est sûr que là, ce qu'on voit dans les derniers jours, ça va peut-être changer un petit peu. Mais si on regarde entre le 1er janvier puis le 1er janvier, il a diminué un petit peu. Puis d'ailleurs, si on regarde dans nos FNB simplifiés, on est tout le temps dans... On ne veut pas faire de prédictions sur les marchés boursiers, mais on est tout le temps dans l'amélioration du produit, offrir le produit le plus diversifié possible. Puis dans la portion obligataire des FNB simplifiés, on était principalement canadien. Puis on a rentré, il y a quelques temps, pas l'année dernière, l'autre d'avant, mais une portion américaine dans nos FNB simplifiés. Puis je trouve qu'en ce moment, ça pourrait peut-être payer justement la dernière année, puis cette année, surtout aux États-Unis. Excellent. Dernière question pour toi, Pascal. Comment tu entreprends, toi, comme professionnel de Fidelity puis VP District, la saison REER 2026, puis quel genre de message que tu vas focusser pour les prochains mois? Je pense que je pense que c'est pas essayer de jouer au héros, là, c'est niaiseux à dire, là, mais on a parlé un petit peu plus tôt des solutions plus clés en main, etc., tout ça. Je pense que surtout dans la saison REER, c'est là que les conseillers rencontrent un plus grand nombre, ou il y a plus de volume en général au niveau des rencontres, etc., tout ça. Puis je crois que pour une très grande majorité des investisseurs, ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement un call spécifique de dire est-ce que c'est le temps d'être en liquidité, est-ce que c'est le temps d'être... Mais je pense qu'encore là, pour pas avoir à faire ce call spécifique-là, les solutions diversifiées continuent d'être des solutions à prioriser.
Fait que, tu sais, Les gens ne réalisent pas à quel point il y a du travail, puis il y a du stock là-dedans, puis comment c'est bien monté. Puis je pense que même d'un point de vue gestion de pratique pour le conseiller, ben, c'est pas des stratégies où est-ce que tu vas avoir des appels de gens frustrés, ou du moins tu vas en avoir, mais ça va les minimiser quand même. Fait que, tu sais, des solutions comme, je les ai mentionnées un peu plus tôt, mais Action Mondiale Plus qui combine justement Hugo, Daniel et Mark Schmel. Quand Mark Schmel va moins bien, de façon générale, Daniel va mieux et vice-versa. Donc, tu sais, c'est le genre de solution que on a une surperformance, on le voit là, depuis que le fonds a été lancé, pour un niveau de risque beaucoup moins élevé, puis pour une expérience client beaucoup plus agréable, ou du moins de plus stable. Ça, c'est intéressant comme message. Expérience client agréable. Exactement. Puis toi, je dois te féliciter parce que dès le début, avec les tout inclus, là, nos FNB, tu y as cru, tu as vu la mathématique, tu es embarqué là-dedans, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ta clientèle qui en ont bénéficié. Fait que félicitations. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!